Mais cette société éducative, elle est face aux défis des mutations en cours et il manquerait quelque chose à cet exposé si on ne rappelait pas ces défis qui sont considérables, qui concernent aussi bien les responsables politiques, économiques et sociaux que les enseignants. Revenons donc tout d'abord en quelques mots sur les 4 piliers de l'éducation. Une vision globale, comme je vous l'ai dit, bien reçue dans de nombreux pays, pas dans tous, et qui s'inscrit en faux contre ce que l'on appelle la spécialisation des espaces. Spécialisation selon laquelle le savoir ressortirait de l'école, le savoir-faire de la vie de travail, le savoir-être de l'espace privé et le savoir-vivre ensemble de l'espace public. Et ce qui n'entraîne pas, pour autant, j'ai-je dit, la responsabilité exclusive de l'école. C'est pourquoi je vous propose, j'y reviens, comme corollaire de l'éducation tout au long de la vie, le concept de société éducative, où sont concernés, questionnés les familles, l'environnement social et matériel de l'enfant, le monde et l'économie du travail, la politique de prise en charge matérielle de l'éducation. J'insiste beaucoup sur non seulement les familles, sans vouloir entrer dans des querelles entre les droites et les gauches, mais aussi sur l'environnement social et matériel de l'enfant. Car l'enfant se construit dans ses 3 premières années, et c'est là où on a le plus de difficultés pour essayer de le faire entrer pleinement dans cette société éducative. Je le répète, ces 4 piliers sont indissociables. Il ne s'agit pas de privilégier dans l'éducation tel objectif au lieu de tel autre. Le président a parlé à juste titre de la compétitivité. Nous verrons tout à l'heure les liens étroits entre éducation et compétitivité. Mais à côté de la préparation à la vie professionnelle et la contribution de chaque citoyen à la prospérité d'ensemble, il y a la lutte contre l'inégalité des chances et il y a le devoir culturel, le développement culturel. Certains disent qu'en raison de la diffusion des médias et des nouvelles technologies de l'information, le développement culturel se fait dans la société. C'est une vision, à mon avis, un peu dangereuse. J'en reviens donc, ayant rappelé cela, et tendant vers cette fusion, et rapidement aux 4 piliers. Si j'avais intitulé, entre parenthèses, le rapport « Un trésor est caché dedans », c'est en lien direct avec ce que je vous ai dit sur l'enfant. Car dans chaque enfant, il y a un trésor. Encore faut-il l'aider à le sortir. Et c'est ça, dans le fond, la dimension encourageante de la lutte contre l'inégalité des chances. Apprendre à connaître tout d'abord, l'acquisition d'un corps de connaissances, mais aussi la soif de connaître, d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Sortir de l'éducation de base avec la curiosité chevillée au corps, le désir de mieux comprendre le monde et les autres. Cette soif d'apprendre en sortant de l'école est peut-être ce qui est le plus difficile à donner à chaque enfant. Quand on sait que ce qu'on appelle les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui quittent l'école avant d'avoir un diplôme, sont une proportion importante, en Espagne 30%, mais dans d'autres pays aussi. Les décrocheurs, il ne faut pas leur demander s'ils ont soif d'apprendre. Ils ont quitté l'école dans des conditions difficiles. C'est sans doute un des problèmes les plus délicats, car même en France, le système d'éducation nationale ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils quittent l'école un jour et ensuite ils disparaissent. Évidemment, la télévision vous dira qu'1 sur 100 000 est devenu un grand PDG aux États-Unis et que donc il vous dira qu'on peut se construire soi-même sans l'école. Ce n'est pas le rêve d'un qui solutionne le problème de tous. Apprendre à faire,
Comment inscrire les méthodes et les connaissances apprises dans un ensemble de compétences? La connaissance, d'un côté, c'est le mot choisi par les enseignants. La qualification de l'autre, c'était le mot choisi par les entrepreneurs. Mais les chefs d'entreprise ont bien compris qu'aujourd'hui, la notion de qualification était insuffisante et que sans jongler avec les mots, la compétence représentait mieux ce qu'il fallait avoir aujourd'hui pour avoir confiance en soi et pouvoir faire face aux différents accidents de la vie professionnelle. Attention, lorsque je parle de compétences, et il y a eu un rapport de la Commission européenne sur la société cognitive, il y a quelques années, il ne s'agit pas que des sciences exactes. Il s'agit aussi, si vous me permettez cette expression, des sciences molles. Dans le recrutement des chefs d'entreprise en Europe en ce moment, on retrouve le goût de ces chefs d'entreprise pour des jeunes gens, garçons et filles, qui ont fait des études de sciences humaines. Parce que de bonnes études en sciences humaines rendent des fois certains plus capables de comprendre l'environnement du monde et aussi les nouvelles formes de gestion et de management. C'est pourquoi il ne faut pas, je crois, faire une distinction trop abrupte, même s'il est vrai que l'Europe dans son ensemble a besoin de faire un grand effort d'innovation et de découverte dans les sciences cognitives. Apprendre à vivre ensemble, c'est banal. C'est essentiel dans le monde où nous vivons. C'est essentiel alors que l'on voit renaître partout les effluves du populisme, alors que l'immigration devient un phénomène parfois explosif, utilisé d'ailleurs par de piètres politiciens pour diviser la société et bâtir sur la haine. C'est pourquoi apprendre à vivre ensemble demeure un élément essentiel de l'école. C'est la relation entre l'école et la communauté qui se trouve concernée. Et c'est aussi la place des disciplines fondamentales que l'on aurait tendance, pour des raisons d'économie dans certains pays, à sacrifier. L'histoire, la géographie, la philosophie. Et notamment, je l'avais dit personnellement à l'époque, dès la sortie du rapport, l'histoire des religions. Alors, il ne s'agit pas de convertir à des religions, mais il s'agit de bien comprendre le réseau, l'humus sur lequel chacun est construit, de façon à entrer dans un cycle de tolérance. Mais la tolérance ne va pas sans compréhension. Ce n'est pas qu'un geste du cœur. Il faut de la compréhension. Enfin, apprendre à être, alors ça c'est le plus difficile, c'est le plein développement du potentiel créatif de chaque individu, dans toute sa richesse et de toute sa complexité. J'en ai déjà parlé à propos de l'enfant. Et on publiera en France, dans quelques semaines, un livre consacré uniquement à l'enfant, pour voir le nombre de soins que cela exige dans notre société. Au départ, cela veut dire que personne n'est condamné. Un trésor est caché, je le répète, chez chacun d'entre nous. Et le recours à l'éducation permanente, telle qu'elle est conçue dans ce colloque, le recours à l'éducation permanente doit permettre à chacun de se perfectionner dans la connaissance de lui-même, dans la recherche indispensable de l'estime de soi. Je me permets d'insister beaucoup sur ce point après avoir, dans mes années de retraite active, pris beaucoup de temps pour discuter avec des jeunes. Le manque de confiance en soi chez les décrocheurs est considérable. Manque de confiance en soi qui est aussi un manque d'estime de soi. Et par conséquent, apprendre à être à l'école, c'est permettre à chacun de mieux se comprendre lui-même, sans se désespérer et sans se faire d'illusions. Et il importe donc bien souligner l'importance dans ce domaine de la famille comme de l'école. Je suis après stupéfait que voir dans certains pays européens, quand il y a ces événements de crise sociale, on accuse l'école. Mais l'école ne peut pas tout faire. L'école est une partie de la société. Aujourd'hui, nous sommes là pour essayer d'exiger davantage de l'école, mais ce serait vain de penser que l'école à elle seule
peut ramener la société sur les bons rails. L'UNESCO, d'ailleurs, a fait un gros effort dans ces domaines, il vous en sera parlé. Donc voilà, rappeler les fondements de l'éducation, indissociablement liés entre eux. Il faut d'un autre côté parler de la montée de l'éducation continue ou de la formation continue. Et dans certains pays, même, ça l'appelle formation professionnelle, tout simplement, avec derrière les mots d'alternance et d'apprentissage sur lesquels je reviendrai. Je pense que la montée de la formation permanente ou de la formation des adultes a été liée à 3 besoins. Il y a maintenant presque 70 ans, en Europe, un besoin ressenti par le monde associatif et mutualiste. C'était l'éducation populaire et la promotion culturelle. Il ne faut pas oublier, même si celle-ci est en déclin relatif, à cause de l'environnement général, à cause de l'apport des médias, à cause d'un accès plus rapide et plus proche aux œuvres culturelles, mais il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué l'éducation populaire et sans doute, contre les régimes totalitaires, l'éducation populaire aussi a joué un rôle en formant des hommes et des femmes refusant tout système attentatoire à l'homme ou à sa liberté. Deuxièmement, un besoin ressenti par les milieux de production face aux bouleversements visant le quoi produire comme le comment produire. La formation professionnelle a été souvent le fait de chefs d'entreprise qui voulaient entretenir les connaissances, à faire adapter les connaissances de leurs salariés. Et enfin, un besoin exprimé au nom de l'égalité des chances. Donner une seconde, une troisième chance, et au-delà de cela, un débat éternel entre l'inné et l'acquis. Et vous savez que dans l'école élitiste, que j'ai souvent affrontée en France, la conception élitiste de l'école, dans le fond, l'école doit discerner l'inné de certains et le faire prospérer, en sous-estimant ce que l'acquis peut faire pour ceux dont l'inné serait moins favorable. Donc ce débat entre l'inné et l'acquis m'a valu personnellement beaucoup de difficultés avec les spécialistes de l'éducation et même avec le corps enseignant. Compte tenu de ces 3 éléments, besoin du monde associatif, besoin des milieux de la production, exigence ou souhait d'une deuxième ou d'une troisième chance, les expériences ont été variables selon les pays. Je crois que le clivage essentiel est entre les pays pour qui le rôle de l'État est dominant et les pays dans lesquels le rôle des partenaires sociaux, patronat et syndicats, est dominant. Les premiers pays sont plutôt ceux du Sud, la France comprise, les autres sont plutôt les pays du Nord, en y incluant l'Allemagne. Alors il faut rappeler, à propos de l'éducation permanente, avant de revenir purement au milieu professionnel, les initiatives du monde associatif, les initiatives des universités, notamment les universités du troisième âge, les initiatives des entreprises elles-mêmes et aussi les initiatives dues à la politique du marché du travail depuis que le chômage est redevenu un élément obsédant de nos sociétés. Donc les agences ou les responsables de la politique du marché du travail ont dû de plus en plus inclure la formation dans la politique permettant de retrouver un emploi à ceux qui l'avaient perdu ou qui n'en avaient eu jamais. Et donc ce lien entre formation et politique de l'emploi est à la fois encourageant, mais malheureusement, compte tenu de la croissance du chômage, il a pesé beaucoup sur les ressources humaines et financières octroyées à l'éducation permanente. Donc je vous dis, dans les pays d'Europe du Nord, la négociation collective, au niveau national, au niveau des branches et des entreprises, et en France, pour prendre l'expérience, puisque la loi sur la formation permanente porte mon nom, je l'ai fait voter en 1971,